Le récap des tweets de la semaine, ça fait longtemps, vous l'attendiez, vous aviez bien aimé ce format. On y retourne une nouvelle fois, c'est parti sans attendre. Alors tout d'abord, ce tweet qui a très bien marché, plus de 3000 likes, 700 000 vues, 2 navires chinois qui sont entrés en collision alors qu'ils manœuvraient contre des gardes-côtes philippins. La scène s'est passée dans la zone économique exclusive des Philippines où la marine chinoise opère régulièrement de manière agressive et illégale. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça montre que la Chine ne cherche pas du tout la paix. Quand il s'agit de son influence et de sa puissance en Asie, la Chine est particulièrement dominatrice et surtout particulièrement agressive et provocatrice en mer de Chine. Et on voit vraiment la différence de diplomatie que va jouer la Chine, que ce soit en Europe ou que ce soit en Asie. C'est-à-dire qu'en Europe, elle va travailler une image de paix, une puissance pacifique, qui cherche le compromis, qui cherche des accords win-win, qui cherche à faire en sorte que tout le monde soit respecté. Et par contre, en Asie, on se rend compte que la Chine est une puissance absolument hégémonique, qui est prête à déstabiliser ses voisins, qui est prête à avoir des confrontations militaires avec eux. Enfin là, sur cette vidéo, vous voyez clairement que le navire qui se fait éperonner par l'autre navire chinois, c'est un destroyer de la marine russe. Donc c'est-à-dire que les Philippins ont un simple navire de garde-côte et face à eux, ils ont un navire de guerre qui est fait pour des combats à haute intensité. Donc ça montre que la Chine est dans une posture clairement agressive et qu'elle veut intimider, mais également pousser les Philippins à faire une erreur qu'elle pourrait ensuite exploiter pour se montrer encore plus agressive et ce qui ferait qu'elle pourrait mettre encore plus de navires dans les eaux philippines. Donc quand vous entendez des gens en France ou en Europe qui vous disent que la Chine c'est pas pareil que les États-Unis, la Chine c'est une puissance pacifique, elle recherche la paix, elle recherche avant tout le commerce, etc. Regardez ce qu'elle fait en Asie en fait. Regardez ce qu'elle fait en Asie. Si elle le fait pas en Europe, c'est parce qu'en fait elle n'en a tout simplement pas les moyens pour l'instant. Et petit à petit, les moyens, elle est en train de les créer avec son fameux collier de perles, avec sa stratégie de la Belt and Road Initiative, donc les nouvelles routes de la soie. En fait, petit à petit, la Chine essaye d'étendre son influence vers l'Europe et le jour où elle aura vraiment une influence claire en Europe, elle se montrera à nouveau hégémonique, à nouveau agressive et elle nous fera exactement les mêmes choses qu'elle fait à ses voisins asiatiques actuellement. Ça prendra peut-être du temps, ça prendra clairement au moins des décennies, mais si on laisse faire, clairement, petit à petit, la Chine deviendra une puissance déstabilisatrice en Europe. Et comme l'a dit Xi Jinping récemment, il est très patient et la Chine est très patiente. Donc comme la Russie ou comme l'Iran, en fait la Chine est une puissance dictatoriale qui n'en a rien à foutre du droit international et qui est prête à écraser ses voisins tout simplement pour augmenter sa puissance et augmenter son influence. Next tweet. Alors là, c'est absolument génial. C'est vraiment le contrat du siècle pour la vente de 114 Rafale à l'Inde. Donc c'est pas encore confirmé évidemment, mais ça réfléchit beaucoup. La presse indienne s'emballe et ce serait une sacrée preuve de l'efficacité de l'armement français. En acheter autant d'un coup montrerait que les campagnes de désinformation sur les Rafales indiens sont infondées. Alors je tiens à dire que c'est quand même pas confirmé à ce stade. De ce que je sais, de mes sources que je peux avoir à droite à gauche, ça discute, il y a des réflexions, mais c'est pas confirmé. Parce que c'est un contrat qui est tellement gros, ça va prendre du temps, mais il y a clairement un intérêt. Et puis pour revenir sur le Rafale indien, vous savez bien qu'il y a eu des campagnes de désinformation qui venaient de la Chine et du Pakistan qui mettaient en cause la qualité du Rafale en tant qu'avion lui-même, après qu'il y en ait un qui se soit fait abattre justement par le Pakistan. Là, c'est bien la preuve que le Rafale est un avion absolument capable, un excellent avion, parce que si une puissance comme l'Inde, qui a des ambitions énormes en termes de puissance militaire, s'ils réfléchissent à acheter 114 Rafales supplémentaires, c'est clairement que déjà le Rafale fait la maille, que la France est un très bon partenaire militaire et surtout que le Rafale est en fait un avion qui vous permet d'assurer votre sécurité et qui vous permet également de projeter le feu chez l'ennemi. Donc comme je l'ai dit dans le tweet, c'est une vraie fierté. Et puis vous savez, en France, ça j'en parle régulièrement, mais il y a ce sentiment qu'on est déclassé, ce sentiment qu'on est un peu à la ramasse et que en fait la puissance française est en train de s'écrouler petit à petit. Là c'est bien la preuve que non. Si l'Inde, un partenaire aussi important que l'Inde, est prêt à acheter autant de Rafales, c'est quand même vraiment pas anodin. Et puis surtout, quel succès pour la stratégie indo-pacifique française. Quel succès, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il y aurait un nouveau contrat faramineux, le contrat du siècle pour les Rafales avec l'Inde, et en plus on en a vendu également, mais aussi également des sous-marins à l'Indonésie récemment. Donc en fait on voit que la France et sa stratégie indo-pacifique marchent réellement et ça porte ses fruits immédiatement. Et la valeur d'un tel contrat pour 114 Rafales pourrait dépasser les 30 milliards d'euros. Donc c'est vraiment
un contrat absolument gigantesque. Faut espérer que ça se fasse. On va voir dans les mois à venir si en fait ce que relatait la presse indienne, si ça va se confirmer, mais il y a des discussions, on va voir ce que ça donne. Ça prendra du temps, il faut être patient, mais en tout cas on y croit. Next tweet. Alors là, c'est simple, c'est BFM TV qui a décidé de régler le problème de Taïwan d'une manière très simple. Ils l'ont supprimé de leur reportage. Je vous mets les images. Oui, tout à fait. La mer de Chine méridionale est une région très convoitée et très disputée car elle est très riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques. Alors posséder des territoires dans cette zone permet ainsi d'avoir accès à ces ressources, mais aussi d'avoir une influence de poids puisque plus de 60% du commerce maritime mondial y transite. Alors l'objectif de la Chine ici est clair. Elle souhaite étendre son influence en mer de Chine méridionale. Pour cette raison, Pékin et Manille se disputent la souveraineté de plusieurs territoires, en l'occurrence celui du récif de Scarborough, là où s'est produit la collision entre les deux bateaux chinois. C'est un territoire qui fait l'objet d'un différend entre les deux pays. Alors je comprends que ça peut être compliqué, République populaire de Chine, République de Chine, enfin je comprends que le statut de Taïwan puisse être un peu compliqué, mais là quand même c'est un peu extrême, non? C'est-à-dire qu'il y a carrément eu des graphistes qui ont gommé l'île de Taïwan de la carte. Je me dis comment c'est possible, honnêtement, comment c'est possible que les gars fassent ça et qu'ils se rendent pas compte de leur erreur, et surtout comment ça a pu être publié comme ça en live, je ne comprends pas comment c'est possible. Ils ont supprimé un territoire, ils ont supprimé une île de la taille à peu près de la Corse, et surtout 23 millions d'habitants, ils les ont supprimés. Et ils l'ont pas fait qu'une seule fois, ils l'ont fait 2 fois, regardez, ils ont mis 2 cartes sur lesquelles ils ont supprimé Taïwan. Quand ils ont fait ces lignes, un peu de toutes les couleurs pour les revendications, mais comment ils se sont pas rendus compte qu'il manquait quelque chose, quoi. Donc est-ce que c'est une vraie volonté ou est-ce que c'est juste une énorme erreur? Je pense que c'est une erreur, évidemment. Enfin bon, c'est quand même assez hallucinant. Et ça nous rassure vraiment pas pour la qualité de l'information. Next tweet. Alors celui-là, il est vraiment intéressant parce qu'il va nous arriver en pleine gueule. Pas forcément dans les années à venir, mais peut-être même dans les mois à venir. La Chine développe activement des IA spécialisées dans la désinformation et la propagande. Ce que ça veut dire, c'est que pour les sujets jugés stratégiques par le PCC, le Parti communiste chinois, une quantité gigantesque de contenu sera créée par leur IA et arrivera directement sur vos réseaux. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, vous n'allez pas avoir des petits hommes verts dans les bureaux en Russie qui vont vous créer des comptes à la con et qui vont venir commenter sous vos tweets. Non, là, ce sera carrément des IA qui va créer des comptes pas à l'infini mais en boucle et qui va les personnaliser elle-même pour qu'ils soient intraçables et qui va en fait les utiliser comme des bots pour en fait inonder nos réseaux d'information. Si on fait un peu l'état des lieux de la lutte informationnelle actuellement en France et en Europe, on n'a toujours pas réussi à bloquer les faux comptes créés par la Russie. Il y en a toujours de plus en plus. Et en 3 ans de guerre en Ukraine, on se rend compte que nos réseaux sont toujours inondés en fait par cette propagande et par ces faux comptes. Et ceux qui en doutent, regardez juste sous chacun de mes tweets le nombre de comptes trolls russes qu'il y a. C'est hallucinant en sachant que j'en bloque des dizaines et des dizaines par jour, mais ils continuent à venir. Donc à quoi ça va ressembler quand ce seront des IA qui feront ça, qui feront cette désinformation? Ça va juste être un enfer en fait. L'accès à une information de qualité qui sera confirmée et sourçable, ce sera juste rendu impossible. Même les sources, ils pourront créer des faux sites qui renverront vers des sources pourries pour légitimer leurs mensonges. Et comme j'en ai parlé, c'est que petit à petit, les enjeux de la lutte informationnelle font leur chemin dans la tête de nos décideurs, mais il faut que ça aille beaucoup plus vite. Il faut qu'on y mette vraiment les moyens parce qu'en fait, tout simplement, on voit que déjà par rapport à la Russie, on galère. Mais si demain, la Chine décide par exemple d'attaquer Taïwan, ou en tout cas de rentrer dans une confrontation avec Taïwan et qu'elle décide d'inonder nos réseaux d'information, le jour où ce sera la Chine qui s'y mettra avec une IA, on sera dépassé totalement. Et ça m'énerve parce que non seulement je vois bien qu'on est incapable de se défendre, et en plus, on est encore plus incapable de riposter. Jamais on va les mettre en difficulté sur leur terrain. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une réflexion seulement sur qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion sur comment être offensive à notre tour et comment rendre les coups tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Allez, next tweet. Et c'est le dernier tweet que j'ai sélectionné pour cette vidéo. Donc à la base, hein, ça vient d'une dépêche de l'AFP qui dit que les leaders européens déclarent que les Ukrainiens doivent être capables de décider, je cite, de décider de leur futur. Alors ça, pour moi, c'est clairement une déclaration particulièrement hypocrite, comme j'ai dit. En refusant de se mettre à la hauteur des enjeux, les Européens n'ont pas été capables de donner les moyens à l'Ukraine de justement décider de son futur. L'Ukraine a suivi du début à la fin et elle a eu la particularité de le faire brillamment, allant jusqu'à opérer de grandes contre-attaques et même à occuper des territoires russes. On se rend compte actuellement, avec Trump et Poutine et tout ça, qu'en fait, bon, déjà le conflit va se diriger vers une fin
petit à petit. Mais surtout, on se rend compte que les grands perdants du conflit, en plus de l'Ukraine, c'est l'Europe. Et alors l'Europe va faire beaucoup de déclarations et va essayer de faire un peu du lobbying auprès de Trump. Mais la réalité, c'est qu'on s'est mis tout seul dans cette situation de faiblesse. On n'a pas riposté depuis le début, on s'est caché derrière les Américains en espérant qu'ils soient assez sympas avec nous pour prendre en compte nos intérêts. Et d'un coup, on s'étonne que ce soit pas le cas, mais on a eu 3 ans. On a eu 3 ans et demi même, pour être clair. On a eu 3 ans pour se préparer. Comment ça se fait qu'on en soit encore à subir les décisions de Trump? Alors on a eu les grands discours sur l'économie de guerre, sur l'augmentation des budgets défense, etc. Mais c'est déjà trop tard en fait. C'est déjà trop tard, fallait le faire dès le début. On n'a pas été au niveau. Alors l'Ukraine, clairement, elle va subir au maximum ce qui va se passer. L'Europe devra faire avec, mais il faut vraiment que par la suite l'Europe se réveille et qu'elle crée une dissuasion et qu'elle crée une puissance militaire et qu'elle soit capable d'assurer sa propre défense. Parce que là, c'est juste pas possible. On a été faible depuis le début et on s'étonne en fait d'en payer le prix aujourd'hui et on se dit genre Donald Trump il est vraiment pas sympa, mais en fait Donald Trump lui il gère son propre agenda, il gère ses propres intérêts. Si dès le début on avait engrangé une industrie de l'armement énorme, si on avait mis les moyens, qu'on avait soutenu l'Ukraine, qu'on avait dépassé dès le début le soutien américain, ben en fait on aurait une position tellement centrale dans ce conflit qu'on n'aurait pas eu à attendre les demandes de Trump. Et surtout on n'aurait pas eu un sommet juste entre Trump et Poutine, on aurait été là à la table. Pourquoi? Parce qu'on aurait été une puissance européenne qui compte. Donc oui, il y a de l'hypocrisie, oui, il y a des bonnes intentions, mais je pense qu'il y a surtout un grand manque de courage au niveau de la volonté politique. Et ça, je dirais pas que ça vient de Macron, parce qu'au contraire, la France fait partie des pays qui a essayé d'insuffler cet élan de courage avec le Royaume-Uni. Mais clairement, il y en a trop qui traînent les pieds derrière. Et je pense notamment à l'Allemagne. Alors l'Allemagne, ça change maintenant avec Merz, mais pendant 3 ans, on a eu Scholz qui n'a absolument rien fait quoi. Donc voilà, ce qui est triste, c'est que c'est pas comme dans les films où il y a une happy end et au final on finit par trouver une bonne solution. C'est que là en fait la vie est injuste et c'est comme ça, l'Ukraine risque de plonger et c'est même carrément de notre faute. C'est que si on voulait vraiment sauver l'Ukraine, on aurait pu le faire avec une vraie volonté et avec des vrais investissements. Et comme j'ai dit, la vraie crise arrivera plus tard parce qu'une fois que le conflit en Ukraine sera terminé et que la Russie aura relancé un réarmement, elle sera en capacité d'attaquer l'Europe et à ce moment-là, est-ce qu'on sera prêt à se défendre? Je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que la prochaine crise, elle sera directement sur le sol européen et il faudra être capable de se battre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour le récap des tweets de la semaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse. La dernière fois, ce format vous avez plutôt plu, donc j'espère que là, ça sera pareil. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, surtout abonnez-vous, très important. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, soyez sages, à bientôt, pas de bêtises. Allez, salut, bye.